Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va commencer notre petit événement ce soir. Juste avant. Bienvenue à tout le monde. Je me présente. Mon nom est Philippe Dufort. Donc ce soir, on va avoir une belle présentation. Juste avant de vous laisser entre les mains des conférenciers qui sont ici à côté de moi, je veux vous dire deux petits mots sur CMétis, qui est l'OBNL qui organise ce soir la conférence. CMétis, c'est un OBNL de développement immobilier à but non lucratif, évidemment, qui veut se donner pour mission, si tu veux s'il te plaît, Marie, donner la prochaine, voilà, de décarboniser et de démarchandiser ce qu'on fait dans le secteur de l'immobilier. C'est un gros morceau. Mais on a commencé à Métis-sur-Mer avec un premier écoquartier. Puis peut-être vous aurez vu dans les médias que lundi dernier, on a lancé le projet d'écoquartier de Rimouski. Donc ce dont on va discuter ce soir, c'est de ce qu'on souhaite faire à travers de ces écoquartiers-là. Au travers de cette mission-là, qu'on espère va se continuer dans un, deux et plusieurs autres écoquartiers dans le futur. Pour ma part, moi j'étais professeur en innovation sociale avant de venir me réinstaller dans mon village natal qui est Métis-sur-Mer. Donc j'ai passé 20 ans à Ottawa à enseigner l'innovation sociale à des jeunes tout à fait allumés, mais la pandémie m'a ramené par ici, dans mon chez-moi. Donc c'est mon nouveau métier que de continuer, disons, à faire une certaine forme de sensibilisation, éducation populaire, provoquer des échanges qu'on faisait dans le milieu universitaire, mais ce soir, on va le faire dans un autre cadre, qui est un cadre ouvert, un cadre qu'on essaie de tendre la main à tous ceux et celles qui ont de l'intérêt pour des façons de bien vivre, de façon alternative. Donc, CMétis, qu'est-ce qu'on vise à faire? Ben, c'est mettre de l'avant les gens qui veulent construire autrement, mais aussi qui veulent construire avec les gens. C'est ça, quand on dit ça, là, avec, par et pour, ce que ça veut dire, c'est qu'on tente d'équiper les collectifs, les collectivités, les municipalités qui veulent réaliser des projets ambitieux. Ce qui se passe à Rimouski, là, je crois que ça va être une belle expérience de ça, avec tous les citoyens avec qui on travaille présentement. Veuillez éteindre vos cellulaires. Merci. Donc, pour revenir au thème de la conférence de ce soir, le cohabitat, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est un concept qui peut être assez abstrait pour plusieurs. Donc, on va parler de cohabitat et on va parler d'écoquartier en même temps. Je vous présente très rapidement, avant de rentrer dans la conférence, des réflexions qu'à CMétis on a autour d'un travail de compilation de Jean-Michel de Grève, qui est wallon. Et nos conférenciers, ce soir, nous invitent à apprendre de diverses expériences pour aller plus loin dans ce que nous, on conçoit comme l'éco-conception. Donc, vous voyez là des composantes qu'on a identifiées. Nos conférencières vont nous amener toute une réflexion pour aller plus loin là-dessus. Puis, on est intéressé à savoir qu'est-ce que vous en pensez, comment vous réagissez pour nous aider à nourrir cette réflexion-là. On peut aller à la prochaine aussi, je ne rentre pas dans le détail. Là. Ouais, okay. Il y a aussi des comités citoyens, c'est Métis à Rimouski, le comité de pilotage du projet Les Citoyens, qui va aussi continuer sa réflexion autour de la conception d'un écoquartier. C'est un comité qui est ouvert, qui va être intéressé à avoir des feedbacks de la communauté. Donc ce soir, on vise aussi à vous entendre, qu'il y aura une période de discussion à la fin pour nous donner des rétroactions et peut-être pour vous inviter à joindre cette organisation-là pour vous impliquer dans la création d'un premier écoquartier à Rimouski. Donc, je ne prends pas plus de temps et la beauté de la chose, c'est que je n'ai pas à présenter mes conférencières parce qu'ils vont le faire eux-mêmes. Moi, je vais aller m'asseoir, mon travail est terminé. On fait ça comme dirait un mot. Voilà, je vous laisse entre bonnes mains. Bonsoir tout le monde, je suis vraiment contente de voir autant de monde. Moi, c'est Marie-Hélène, on va aller plus en détail dans la présentation. Et toi, c'est? Moi, c'est Denis. Denis Pinault. Denis Pinault.
On a une présentation qui est quand même assez large. On pourrait rentrer dans le détail sur plusieurs choses, mais si on ne veut pas prendre trop de temps, on va y aller quand même. Ça va rouler. C'était aussi la demande de Philippe de choisir parmi les peut-être 20 quelques écoquartiers qu'on a vus, mais dans pistonné qui était vraiment, qui pouvait donner un air d'aller. Donc on a pris ça, puis on surfe plus qu'on descend en profondeur à ce stade-ci. Hein? Ce qu'on va vous parler ce soir, c'est le créneau. On va vous parler du créneau co-construction parce que c'est là qu'on s'est connus, moi et Denis. Et puis, c'est à travers le créneau co-construction que j'ai développé mon expertise en éco-construction et mon intérêt pour tout ce qui se passe. Pour moi, c'est comme un aboutissement de voir autant de monde, de différentes générations, aussi nombreux. Je pense que le timing est très bon parce que ça fait des années qu'on en parle. Puis là, de voir du monde assis, c'est le fun. Donc, objectif d'un écoquartier, on va parler des principes, des piliers de base, des avantages, et on va vous présenter des exemples de réussite internationale en Europe et aux États-Unis. Okay? Pourquoi on est là? Puis on est qui, nous, là? Okay? Parce que Philippe, il a dit des experts. J'ai dit, enlève ce mot-là. Je ne suis pas experte, je suis vraiment intéressée. Mais pourquoi, moi et Denis, on est tous les deux amoureux du bois. Okay? On est des initiateurs de changement. Donc, on s'est connus au créneau co-construction dans les débuts. Ça fait déjà... On est dans le troisième quinquennal, fait que ça fait quasiment 12 ans. Avant la mise en place. Avant la mise en place. Denis est venu me voir, il y a des notions d'éco-construction, on veut faire un créneau, peux-tu nous aider à sortir les bases? Fait que là, j'ai travaillé avec eux autres. On a développé. On est deux idéalistes, mais en même temps réalistes. Donc, beaucoup de projets qui se sont faits au créneau dont on était les initiateurs, dont des fiches d'éco-construction, l'émission, c'est beaucoup de Canada, aux États-Unis, en Europe, les projets de recherche, les forums éco-construction qu'il y a eu, la réalisation du projet R132 Jardin de Métis. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà visité, chartes de bois, VSL, blablabla. On a plusieurs choses. Donc, on se complète quand même bien. Je me présente rapidement. Je suis architecte à Rimouski depuis déjà 15 ans. Okay? J'ai enseigné ici au Cégep pendant plusieurs années. J'ai mon bureau, je suis membre de l'ordre et tout ça. J'ai fait le grand A, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent au Jardin de Métis. Dernier projet, garderie. Là, j'en fais des plus petits parce que je suis à mon compte, mais pas si petit que ça. Ça va bien. Mais j'essaie de continuer à participer au développement de l'éco-construction. Ce que je fais ce soir, c'est du bénévolat. Donc, je suis membre du créneau co-construction, c'est tout du bénévolat. J'ai vraiment à cœur ce développement-là. Donc, c'est pour ça que quand je vois autant de monde intéressé, ça me dit, bon, tout le travail des dernières années commence à aboutir. Denis, je te laisse te présenter. Oui, avec mon sac à dos. Donc, à l'origine, je suis technicien en aménagement forestier. J'ai un dossier assez atypique comme technicien forestier. J'ai fait un petit cours en management. Donc, j'ai travaillé sur le suivi entretien d'implantation au niveau de la région du Bas-Saint-Laurent avec les 9 groupements forestiers pendant une quinzaine d'années. Ensuite, j'ai été coordonnateur à la mise en marché, donc je faisais la gestion de transport forestière. Après, je suis allé à la CRE du Bas-Saint-Laurent, la Conférence régionale des élus du Bas-Saint-Laurent. J'étais un agent de concertation et de développement sur la valorisation des bois. Donc, c'est là que je connais la porte du cégep, on a commencé à travailler ensemble. Et j'ai terminé 4 ans au SOREX, c'est un centre de recherche sur le développement de la valorisation de la fibre bois. Donc j'ai fini, disons, ma carrière là. Donc particulièrement depuis 2002, ça m'a permis de développer beaucoup d'expertise sur la fibre bois, écomatériaux, écoquartiers. Et donc j'ai été organisateur, chef de mission, donc je dénichais des places au monde où est-ce qu'on pouvait commencer à développer la valorisation des matériaux bois. Et j'ai aussi beaucoup travaillé sur la biomasse forestière d'entrée de jeu et énergie renouvelable. Et Écoquartier est arrivé dans les années 2007-2008. Et en 2012, on a commencé à visiter les premiers écoquartiers en Europe, vous allez voir tantôt. Donc à ce moment-là, dans ces années-là, vivre en ville, l'écohabitation, ils venaient avec nous autres pour voir, pour développer, parce qu'il n'y en avait pas d'autres au Québec. Donc là, il y en a, ça commence. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que, puis avec Marie-Hélène, je suis cofondateur du créneau d'excellence en éco-construction.
Pour ceux qui ne savent pas, un créneau d'excellence, il y en a dans le maritime. Bien, il y en a un au Québec en éco-construction, un créneau d'excellence. Quand on monte le projet au niveau de la province, c'est épais comme dossier. C'est ici qu'on a développé ça. C'est pour ça qu'on s'inscrit dans cette démarche-là ici. D'entrée de jeu, avant de parler d'éco-quartier, on va présenter un petit peu le créneau. On va vous présenter le créneau. C'est un acteur incontournable du développement régional d'éco-construction. Et dernièrement, à la conférence qu'il y a eu, c'est-tu déjà lundi? C'est la semaine passée. Hein? Le temps va très vite. On a réussi à ficeler une entente avec le créneau éco-construction pour qu'il puisse participer au projet d'éco-quartier. Donc, on est vraiment content. On a fait valoir l'importance que le créneau soit présent. Donc, le créneau, la mission, je vais essayer d'être assez rapide pour pas que ce soit trop blabla. C'est, nous, l'important, c'est de créer un contexte d'affaires favorisant le bâtiment écologique et durable. Quand on parle d'R132, qui est un projet phare au Jardin de Métis, on a réussi à regrouper 72 fournisseurs et de services dans le coin de la région, dans toute la région du Bas-Saint-Laurent, qui ont participé au bâtiment, qui est devenu une vitrine d'excellence en éco-construction et qui a été certifié LEED Platine. Okay? Donc ça, c'était un gros travail de défrichage et d'apprentissage pour tous les professionnels. Ça date de 2015, donc ça fait déjà 5, 6, 8 ans. Donc, où est-ce qu'on est rendu? Ça bouge beaucoup. Donc, le créneau essaie de toujours rester à jour de toutes ces nouveautés-là. Dans les membres qui sont parmi les créneaux, on va avoir des manufacturiers, on va avoir des professionnels comme moi, des entreprises spécialisées, des entrepreneurs en construction, les institutions d'enseignement. Il y a beaucoup d'échanges avec le cégep et le créneau. Le CEREX aussi en Matane, qui est un centre qui est un centre de recherche sur les produits bois. Et il va y avoir des organismes et les municipalités. On a fait un gros travail dans les dernières années pour aller chercher les municipalités parce que c'est eux qui sont les faiseurs de règlements. Donc, c'est eux qui, on va dire être positif, nous permettent de faire ce qu'on veut. Restons positifs. Dans la réalisation du créneau, bon, on a des conférences qui ont été faites. On est rendu avec la paille. Donc, on fait beaucoup de recherches, je dis on, mais beaucoup de recherches se fait au niveau de la paille, au niveau de la réutilisation de la fibre bois, comme Denis parlait. Ça pousse beaucoup. Le chanvre est rendu sur les marchés. Je peux enfin prescrire du chanvre avec des coûts qui sont raisonnables. Et il y a d'autres matériaux, je ne m'en rappelle pas par cœur. On a l'éco-construction. On a fait une vidéo sur la publication de l'éco-construction. On travaille aussi avec Linéaire Design qui est à la Pocatière, qui avance beaucoup des projets à matériaux biosourcés. On fait des forums, on fait des salons, des recherches et des missions en Autriche. Celle-ci, c'était la dernière. Elle était vraiment très bien en Autriche. Et on a fait aussi la maison R132, comme je parlais tout à l'heure. C'est une maison qui est certifiée. Il y a plusieurs... ça donne une idée des gens qui ont participé. Dans ce temps-là, j'étais chez Goulet Lebel quand j'ai fait le projet. C'est une maison qui est à visiter. Je pense qu'on peut encore la visiter au jardin, mais elle a été quand même 16 000 personnes par été pendant 5 ans. Et elle est encore très belle. On a tous choisi des beaux matériaux nobles. Là. Même on avait un plancher de bois franc qui est encore très beau. Surprenant. Et on a des membres du créneau aussi qui ont rajouté. Et dernièrement, il y a Construction Métis qui est embarqué dans le créneau. Philippe est observateur, je pense, sur le CA. Je suis rendu VP. Tu es rendu VP? Ah, ça a changé. Pas l'attention. J'écoutais pas beaucoup. Ah bon? OK. Fait que ça donne une idée pour le créneau. Je pense que c'est à ton tour, Denis. PETZ, c'est toi? Non, c'est la mixité. La conception d'un éco-quartier a pour objectif de... Les principes, là, on va vous présenter les principes d'un éco-quartier. J'ai parlé de maisons. Plusieurs personnes sont venues visiter à 132. J'ai eu beaucoup d'appels. Comment je pourrais faire? Vends-tu tes plans à 132? La réponse était non. Je ne les vendais pas. Mais il y a eu beaucoup de suivi. Mais ça reste tout le temps dans la conception d'unité. Hein? C'est individuel. Quand on va dans la notion d'éco-quartier, là, on ouvre les œillères et on arrive avec de quoi de nouveau. Il faut se ramener dans le temps, quand quelqu'un décidait de faire un village, puis qu'il y en avait 12 qui décidaient de défricher et de faire un village. Fait que c'est un petit peu dans le même principe. Puis s'il y a beaucoup de monde ce soir ici, c'est parce qu'il y a un besoin quelque part, je pense.
Fait que je te laisse. Ben, je vais y aller. J'aime bien aller comme ça, ils ne me verront pas de face, mais ils m'ont assez vu, ils vont me regarder. Fait que là, c'est ça, la mixité sociale, générationnelle, culturelle, fonctionnelle, c'est vraiment les cadres du cadre de vie, c'est de tout le monde, les jeunes, les plus vieux, les mixités aussi de profession. On veut tenter de faire exprès pour avoir une cohésion sociale qui fait que la vie de l'écoquartier, elle est plaisante, elle est vivante. Et bon, donc l'intégration, la mixité, comme je viens de dire, les générations, tout ça, hein, collectivité, c'est en plein ça que je viens de dire. Donc, c'est les trois grands principes. C'est ça. Le deuxième, ben, c'est vraiment attention à l'empreinte carbone. Donc, l'empreinte carbone, elle prend toutes sortes de formes. Le projet BELZ, Marie va en parler tantôt, mais quand on parle d'empreinte carbone, évidemment, on va parler des matériaux, on va parler de l'énergie. On va parler aussi de notre mode de vie. Comment on opère, nous, notre mode de vie. C'est l'un des plus grands défis qu'on a. C'est comment on change notre mode de vie. C'est pas juste mettre le petit sac de plastique dans le petit bac bleu. Quand on fait des calculs maintenant, on est rendu à faire des calculs d'impact carbone quand on fait de la construction. Et le comportement de l'usager a plus d'impact que le choix des matériaux qu'on fait dans la construction. Je veux juste donner un exemple qu'on vient de dire rapidement. Dans un écoquartier qu'on va voir tantôt, mais quand les gens ont commencé à prendre possession de la maison, ils donnaient 2 demi-journées de formation pour comment gouverner ta maison. Parce que le soleil, le vent, la pluie, et un petit peu de domotique là-dedans, ben, là, ils revenaient, puis après ça, ils ont comme un peu comme garder les informations sur la maison, comment est-ce que les gens la gouvernaient, puis un mois plus tard, puis ils disaient aux gens, ben, je n'avais pas tout à fait bien fait. Là, on recule d'une quinzaine d'années. Mais c'est pour dire comment était l'importance. C'était pas juste qu'on vous donne une maison écologique, puis je vivais dedans. C'était, tout de suite, on a déjà commencé à considérer ça il y a quelques années quand même. Et l'autre point, c'est la végétation. Et donc, c'est majeur. Ici, peut-être, c'est sûr qu'on ne parlera pas beaucoup de toits verts tant que ça. On n'a pas des puits de chaleur. On n'est pas à Montréal, Québec ou Paris. Donc, par contre, on peut avoir du ruissellement. On peut avoir des eaux qui vont trop vite parce qu'on a des coups d'eau. Donc, ça ne veut pas trop avoir des problèmes avec des réseaux d'eau fluviale, comme là, même la baie de municipalité qui disent nos tuyaux sont trop petits. Dans un écoquartier, tu prends soin de ça. Tu vas avoir des bétons poreux, tu vas avoir des places où est-ce qu'il va y avoir des obstacles qui vont faire que tu vas pouvoir ralentir l'eau, gérer l'eau à l'avance, des bassins de décantation, de ralentissement de l'eau. Et aussi, évidemment, à chaque bâtiment, comment nous, on gère l'eau quand on la consomme. Donc, tout ça. Et la végétation, ben, prend toute sa place, évidemment, elle prend toute sa place à travers tout ça. Bien, comme c'est mentionné, c'est que d'ici 2050, 80% de la population mondiale, il y a un mouvement qui s'en va vers les villes. Puis le fait de verdir un site où il y a de l'habitation, ça contribue beaucoup sur la température ambiante. C'est comme là, la chaleur, il fait de plus en plus chaud. Nous, on est contents, on a des beaux étés chauds, là, mais à Montréal, c'est plus le fun d'être dehors l'été. Fait que le fait de verdir autant pour la gestion de l'eau, mais beaucoup aussi pour le contrôle solaire et le contrôle du climat proche des bâtiments. On peut beaucoup jouer sur les essences. Un résineux, ça ne perd pas ses aiguilles l'hiver, mais il a fallu, oui. Donc, dans la façon de boiser autour des bâtiments, du sud, l'ouest, ben, tu peux jouer sur les essences en fonction du sud, de l'ouest et du nord. Tu peux, si tu installes ton écoquartier, ben, tu peux jouer là-dessus, puis avoir même un effet ponctuel, local, à chaque maison même. Oui, c'est vraiment facile. Tu peux jouer là-dessus. Donc, c'est les trois grands principes qu'on essaie de... C'est très large pour l'instant. Mais les principes de base là, de mise en place d'un écoquartier, j'ai mis en gras les deux premiers. C'est la concertation entre les diverses parties impliquées. Il faut comme changer notre façon de penser. Parce que là, aujourd'hui, vous avez tous été témoins de ça en allant ailleurs. Là, tu te promènes, là, puis là, tu as des gros blocs appartements qui poussent. Puis là, après ça, ils cherchent du monde pour les remplir. Mais ils n'ont pas demandé au monde c'est quoi qu'ils avaient besoin. Ils n'ont pas fait de concertation autant avec la ville. Le promoteur, souvent, va forcer la ville. Ça arrive souvent.
Mais quand on regroupe les diverses parties, on parle de promoteurs, on parle de municipalités, on parle de futurs habitants, on parle de spécialistes en sol, on parle de professionnels en construction, on parle de professionnels en sociaux pour débarrer, pour mettre sur place ce qu'on appelle la charte d'écoquartier. Parce que quand on va vivre dans un écoquartier, on adhère à une charte comportementale. Tout comme Denis parlait de l'importance de la mixité, notre comportement a un impact au niveau du carbone, mais il faut adhérer aussi aux principes de base de l'écoquartier. Tu n'arrives pas là pour je loue ma maison, j'achète de quoi, puis je fais ce que je veux. C'est pas, oui, on va tous vous souhaiter de faire ce que vous voulez, mais en respect l'un de l'autre et de chacun. C'est vraiment la base. Donc, c'est des belles valeurs vertueuses qu'on n'a comme pas le choix de rattraper parce qu'on les a perdues à quelque part. Okay? Donc ça, c'est les deux grands points. Après ça, une urbanisation respectueuse de l'environnement. Donc, dans la façon d'organiser le site, on ne peut pas dire c'est où, hein, je pense, pas encore. Donc, dans la façon d'organiser le site, les transports vont être pris en compte de façon à minimiser la circulation automobile à même le site. Un des exemples, on va vous en parler. Favoriser le transport en commun, favoriser le piétonnage, favoriser le vélo. Okay? Donc, tout ça, et en plus de la végétation, un développement urbain intégrant l'éco-construction, donc toutes les notions de base d'une habitation écologique, la mixité sociale, qui est vraiment importante, et la priorisation de l'expertise régionale ainsi que les matériaux fournisseurs régionaux. Donc, quand on veut faire un écoquartier à Rimouski, on essaie d'ailleurs, il y a un projet de recherche en cours actuellement avec CEMETIS, d'identifier, OK, avec qui on peut travailler dans un certain rayon pour que ça bénéficie au l'écoquartier. Bon, il y a des, faut pas se tromper, il y a des choses qu'on n'a pas le choix, on est obligé d'aller prendre à Montréal. Mais jamais beaucoup plus loin que ça. OK? Puis quand on fait de l'éco-construction, c'est une des choses, la première question à poser, ça vient de où? C'est fabriqué où? C'est fait de quoi? Y a-t-il du récup là-dedans? Y a-t-il du biosourcé? Il y a un paquet de questions à se poser. Après ça, là, je ne sais plus si c'est moi ou c'est toi, parce qu'on a notre petite liste ici, là. Je vais mes lunettes pour ça. C'est quoi? Désolée. Ah, c'est moi. OK. C'est toi? Pardon. Donc, ça résume un petit peu, quand j'ai les lunettes de loin, comme les lunettes de proche, je ne dirais pas mon âge. Donc, un écoquartier, les 5 piliers vont promouvoir une gestion responsable des ressources, s'intégrer à la municipalité existante et au territoire qui l'entoure. Ça, c'est un point important. On ne peut pas tout recréer, refaire. Je prends l'exemple de CEMETIS. OK? CEMETIS, il y a un projet d'écoquartier, c'est un petit village, il y a déjà des infrastructures, il y a déjà des services qui sont là. Donc, comment la nouvelle entité d'écoquartier peut bénéficier de ce qu'il y a autour pour bonifier et non pas se faire comme aux États-Unis. C'est quelqu'un qui vient des États ici? Aux États-Unis, où ils font des bunkers, pas des bunkers, il y a un nom pour ça, là. Ils font une clôture tout le tour, là. Comment? Les communautés cloîtrées. Oui. Puis là, tu trouves tout le bonheur là-dedans. Tout le bonheur est là. Pas qui sort de la clôture, par contre. Okay? Donc, c'est une façon de bien s'ancrer et s'arrimer à la municipalité. Proposer des logements pour tous et de tout type participant pour vivre ensemble et à la mixité sociale. On a tout ce besoin-là, surtout après avoir vécu la pandémie. Je pense que le besoin a été exacerbé. On a besoin de pouvoir participer à une vie communautaire. Offrir les outils de concertation nécessaires pour une vision partagée dès la conception du quartier avec les acteurs de l'aménagement et de ses habitants. C'est ce que Philippe parlait tout à l'heure. Donc, c'est l'objectif de CEMETIS, de ne pas arriver avec « voici le bel écoquartier qu'on vient de vous construire, qui veut rester dedans ?» mais plutôt « comment ferons-nous l'écoquartier qui vient rester dedans ?» C'est la façon différente de penser. Donc, déplacement, marche à pied, vélo doivent privilégier. Les déchets, c'est un point qui est important. Denis a parlé de la qualité de l'eau. Les déchets, donc la gestion des déchets, la récupération et tout ça. On est chanceux à Rimouski, on est quand même 3 bacs. Parce qu'il y a des places où ce qu'il y en a. Denis, je pense que c'est ton tour. Ah, oui. En fin de compte, il existe à cette heure, comme en France, un écolabel après que l'écoquartier est fait. Donc, comment ça se comporte et qu'est-ce qu'on vérifie pour savoir est-ce que ça va bien votre écoquartier. Donc, ce qu'on parle ici, c'est l'évaluation des objectifs prioritaires des projets, l'appropriation par les habitants, le retour sur le fonctionnement après 3 ans
et l'effet de levier du projet. Donc, quand un écoquartier est bien orchestré, il devrait faire d'autres petits écoquartiers, puis il devrait peut-être avoir une certaine des exemplarités là où il se place dans le monde pour tenter de colorer les autres de la région qui se collent à ça. Un écoquartier, vous en avez avoir tantôt, aux Pays-Bas ou dans le sud de la France, oui, on va voir des exemples. Il faut adopter notre coloration à nous, et c'est pour ça qu'il y a ce label-là d'écoquartier livré qui est venu au monde. Ça, c'est LEED, là, c'est le label de LEED, de Neighborhood. Ça, c'est un label européen qui est déjà là, il est en cours. Il y a beaucoup d'écoquartiers en France et en Europe. C'est moi, ça? Oui, c'est les avantages d'aller vivre dans un en fin de compte, c'est ça, on parle d'un mode de vie harmonieux. On reprend un peu ce qu'on a dit tantôt, mais on la réadresse un peu. Donc, adapté aux enjeux actuels et à venir. Bâtiment performant à faible empreinte environnementale. Donc, on parle de performance, gestion de l'eau, des eaux grises et tout ça. Le partage des équipements dans le jardinage. On ne fait pas 10 jardins. Si on a 10 familles ou quelque chose de même, on fait un jardin ensemble. On ne mettra pas 10 bancs de scie. On va avoir un banc de scie, puis on va se partager ça ensemble dans une petite shop. Ça va être bien le fun. Transfert de connaissances, d'expériences collectives, mixer des gens. Si on a des gens avec des métiers différents, avec des classes d'âge différentes, c'est comme si tu tends à essayer de créer ça un peu. Ça vient avec la charte, normalement. Tu essaies d'en arriver à avoir des gens qui font une cohésion entre eux. Et donc on parle du développement en respect de l'environnement et des usages pour le territoire. Évidemment, on s'adapte, comme tu disais tantôt, on ne débarque pas de l'autre part, on s'adapte à ce qui nous entoure, à l'environnement. Vous allez voir tantôt les défis d'un marais qu'il y a eu, en fin de compte, dans le sud de la France. Et le but ultime pour la municipalité, ce qui est intéressant, normalement, quand tu mets un écoquartier en place, tu diminues les charges. Donc, tu sollicites moins l'énergie, tu sollicites moins les égouts fluviaux, tout ça, parce que tu as une meilleure gestion en amont de tout ça. Tu as mieux fait un peu partout tes devoirs. Donc, les municipalités, partout où on est allé visiter les écoquartiers, les municipales, ils adorent, ils prendraient les écoquartiers partout parce que c'est moins dur sur tout le système. Les systèmes sont optimisés. Oui. Donc, on va commencer. On a 4 projets à vous présenter. Celui-là, c'est le projet de BEDZ, Bedington Zero Energy Fossil Development, au Royaume-Uni. C'est un des premiers écoquartiers. C'est très articulé à l'anglaise. Je trouve que ça ressemble à l'humour anglais. Ce projet-là, l'objectif de ce projet-là, c'est un impact carbone minimal. Donc, à cette époque-là, je ne me rappelle pas s'il y a une date à quelque part, ça date, je ne l'ai pas écrit. De 1990, à peu près. C'était d'atteindre 0 émission de carbone en intervenant sur l'habitat, les transports, l'approvisionnement et le développement local. Donc, il y avait la création d'un quartier mixte qui était dense, donc une densité de construction, et ne générant aucune émission polluante, dont l'empreinte écologique globale serait diminuée de 50% par rapport à la moyenne nationale. C'est là où ce qu'on est rendu actuellement. La meilleure, si vous me posez la question, c'est quoi qui est plus écologique? C'est ne construire pas. C'est la réponse, malheureusement. Mais on n'a pas ici nécessairement toutes les infrastructures pour ça, mais c'est la meilleure réponse aujourd'hui, c'est de réutiliser les bâtiments existants. Okay? Donc, dans ce cas-là, quand même, il y a un beau défi à faire de quoi de neuf, là, qui est quand même performant, c'est intéressant. Donc, c'est situé à Londres, dans une ancienne friche urbaine. Il y a 82 appartements, des bureaux, des commerces. Leur défi, eux autres, là, c'était de faire cohabiter l'habitation avec des espaces à bureaux. Ils ont pris ce défi-là pour voir. Ils se sont dit, les gens vont venir travailler, on va avoir une mixité de fonctions, ça va être super. Donc, il y a des gains solaires, des panneaux photovoltaïques, des unités de cogénération, ça c'est au point de vue de chauffage, matériaux naturels recyclés ou récupérés, provenant d'un rayon de 60 km, c'est pas beaucoup, là. Mais en Angleterre, il n'y a pas la même densité au point de vue de facture entreprise. Le transport, et ventilation passive, mixité fonctionnelle et sociale. Ventilation passive, c'est pas compliqué, c'est des fenêtres ouvertes qui ouvrent d'un bord ou de l'autre, puis ce qu'on fait dans nos propres maisons de ce temps-ci. Et comme on le voit, donc on avait, ça c'est
le type, là, il y a des toitures végétalisées, il y avait des serres intégrées, il y avait des bureaux en bleu, c'était les espaces de bureaux, et il y avait des accès, différents types de bâtiments. Occupation du sol, il y avait un ratio qui était, je ne vais pas tout rentrer dans les détails, mais c'est quand même le fun des fois de les regarder. Ne pas utiliser d'énergie fossile, réduire de 50%, on a mentionné. Donc, je répète un petit peu. Et ici, ces diapos-là, les bureaux étaient au nord et les logements étaient au sud, donc avec la serre, comme j'ai mentionné. Et on voit ici une petite image là, qui montre les principes de ventilation naturelle. Okay? Ça, c'est toutes des belles idées. Et c'est super quand on en parle et qu'on met ça en plan. Et c'est le défi de faire des projets de cette ampleur-là. Parce qu'aujourd'hui, on peut planifier tout ce qu'on veut. C'est des machines, la construction. C'est une machine. Donc, on peut très bien la penser, mais ça prend de l'expérience, s'assurer qu'il n'y a pas un bug. Parce qu'une fois que c'est construit, c'est plus difficile à réajuster. Okay? Donc, dans ce cas-ci, donc biodiversité et paysage. Et ça ici, c'est la récupération des eaux et des déchets et tout ça. Donc, il y avait beaucoup, pour l'époque, il y avait beaucoup de stratégies performantes. Les bons coups, les moins bons coups, donc dans les bons coups, donc l'approche, c'est la principale qualité de ce projet-là, donc tous les principes de durabilité qui ont été mis, le tracé du site, la conception de la forme et des façades pour optimiser le soleil, ça c'est le bon coup, la récupération des chaleurs, le traitement des énergies grises, l'approvisionnement d'énergie, l'utilisation de l'eau, le traitement des déchets, le logement social, donc une combinaison de modalités d'accès au logement, et un suivi de performance, donc il y a eu un travail intensif de contrôle de la performance. Il y a eu des moins bons coups avec les années, ce qui se sont rendus compte, avec les technologies innovantes, il faut être prudent. Vous avez vu qu'il y a des panneaux solaires, puis il y avait un paquet d'affaires. Quand on a commencé à parler des bâtiments écologiques, ça fait 15 ans, OK? On allait voir dans les revues, il y en a qui ont sûrement la Maison Selle comme revue, vous avez déjà lu. On avait toujours des images avec des panneaux solaires, des éoliennes, c'est full technique. Mais non, ils se sont rendus compte que c'était pas là la bonne solution. La bonne solution, c'était dans le solaire passif. Passif, ça veut dire qu'on ne s'énerve pas trop avec les technos, puis on pense le bâtiment bien orienté pour capter le soleil parce qu'il est là. Et c'est une chaleur qui est performante. Après ça, ils se sont rendus compte, OK, c'est beau, on sait comment le construire, bien là, il faut le faire pour avoir le moins d'impact. On est rendu là. Et on est même rendu, OK, il faut prendre des matériaux biosourcés. Fait que ça évolue beaucoup dans le temps. Donc, au point de vue des technologies innovantes qui ont eu quelques problèmes, la diversité d'usage a été, je dirais, le plus gros problème. Là, c'est les bureaux, ça n'a pas fonctionné. Ce qui s'est passé à Bethesda, c'est que là, les bureaux étaient au nord, ça n'a pas fonctionné. Fait que là, ils ont loué les bureaux en logement. Fait que là, ça a fait un décalage des qualités de logement. Ça a fait aussi que le projet, les gens venaient le visiter beaucoup. Fait que les gens qui étaient locataires, ben, ils étaient comme dans une vitrine, parce qu'il y a plein de gens qui venaient. Et ça a fait que les logements qui étaient au sud, là, les prix ont monté, ça commençait à se vendre. Fait que, tu sais, ça a comme débalancé avec les années. Je dirais que c'était le problème de Bethesda. Ça reste quand même un exemple important. Et l'autre affaire aussi qui a plus ou moins bien fonctionné, c'est qu'il n'y avait pas d'outils de modélisation à l'époque. Aujourd'hui, on travaille avec ce qu'on appelle Revit, ceux qui sont en construction et comprennent. C'est une modélisation 3D dans laquelle on peut projeter la consommation énergétique, on peut projeter le comportement du bâtiment. Il n'y avait pas ça dans le temps. Okay? Donc aujourd'hui, on a des outils qui sont plus performants. Ça, c'était le premier exemple. Je laisse Denis présenter le Maharin à Anglais en France. On a pris le Maharin parce que ils ont vraiment rendu ce qui devait être rendu en développant un écoquartier jusqu'à l'écolabel livré. Puis c'est vraiment exemplaire, c'est une belle exemplarité. Donc, c'est dans le sud de la France, sud-ouest. L'Espagne est juste là, en haut. Puis, on voit ici un marais, un ancien marais, que les jeunes s'en allaient là pour faire toutes sortes d'affaires belles et pas belles. Puis, il y avait des grenouilles là-dedans, puis ils voulaient sauver les grenouilles, puis toutes sortes de biologistes en mélangeant. Il y avait un problème municipal. Donc, ils ont tout pris, c'est ce que vous voyez un peu comme en gris, en beige pâle, avec les toits verts. Bon, tous les cubes, là. L'écoquartier se trouvait tout être ça, là, cette partie-là, qui est devenue le projet.
Puis, bon, on va y aller. Donc, on l'a mis en gros, la réussite de l'écoquartier réside principalement dans la démarche de réalisation. Vous allez voir, bon. Donc, eux, ils se sont donné à eux-mêmes, donc toutes les parties prenantes, ils se sont donné des points à respecter. Donc, un habitat écologique qui favorise l'accès au logement pour tous, une qualité environnementale et urbanistique, une approche de développement durable, un souci de la biodiversité, une intégration des modes de déplacement doux, et pour eux, stationnement, circulation bien intégrée, c'était leur enjeu à eux. Ça va être différent ici, mais ils sont entendus là-dessus. Ici, c'est majeur, c'est ce qui fait la célébrité de l'écoquartier du Marin. Ce schéma-là, une concertation orchestrée, c'est été repris et repris par plein de l'écoquartier par la suite, comme une façon un succès, si on peut dire. Donc, les objectifs, associer les gens d'Anglette à l'élaboration du projet, associer les riverains, les futurs habitants à la mise en œuvre, aboutir à la réalisation d'un projet partagé et approprié par tous. En 3 étapes, la concertation orchestrée. Donc, nous, on est arrivés là, quand on est allé les voir, on était à la fin de l'étape 2, à la mise en œuvre. Mais maître d'œuvre, pour nous, c'est, par exemple, ça soit comme nos entrepreneurs en construction et architectes qui se présentent là. On est arrivé là, à ce moment-là, dans le projet pour aller les visiter. Ils avaient fait à l'avance, donc ils se sont rencontrés, ils ont pris 4-5 mois, de novembre à avril, pour faire une définition du programme. Ils ont élaboré les 3 esquisses, tous les parties prenantes ensemble, autant les entrepreneurs que les gens intéressés au projet, que le monde de la ville. Ils ont mandaté 3 bureaux d'architectes pour faire 3 esquisses différentes. C'est ça, ils ont challengé les bureaux et ils ont présenté 3 projets aux gens. Fait que de ça, les gens devaient choisir de discuter et dire, bon, en fait, il y a un projet qui est sorti gagnant de cette concertation-là. Et ils ont repris les échanges pour faire une interaction avec les gens, tous les professionnels dans l'étape 2, rencontre avec les habitants. Et après ça, ben, ils ont vraiment sorti des zones grises qu'il y avait pour faire des études. Donc, sur l'hydraulique, les sols, en fait, comme des questionnements qu'il y avait. Et ça a fait naître le projet. Ils ont représenté le projet et nous, on est arrivés là à ce moment-là en mission, puis on allait voir là à ce moment-là. Et j'ai retourné par après, en fait, quand là, on a vu, je suis allé plusieurs années après, j'ai marché dans l'écoquartier. Fait que là, vraiment, il y a eu une concertation en continu, mais il faut s'entendre, une concertation en continu, c'est pas, j'arrête d'un entrepreneur en construction parce que je veux savoir où c'est rendu, parce que je veux habiter là, on s'entend. La concertation, elle est orchestrée. Donc, ils ont construit. Donc, c'est passé pratiquement 2 ans et demi, 3 ans. Fait qu'on était là, à ce moment-là, c'est là où il y avait, à la fin de l'étape 2, le projet était présenté après cette concertation-là de tous. On visitait d'un bureau d'architecte, justement, qu'on voyait ces panneaux-là qui présentaient le projet. Ce aller-retour-là, au niveau de la conception, il est vraiment important. Le temps d'espace que tu peux mettre entre une idée, puis après ça, tu as toutes les concertations. Tu le travailles, tu le représentes. Des fois, tu as l'impression de reculer, mais non, tu recules pour mieux repartir, pour raffiner davantage. Donc, ce temps-là de concertation et de conception, c'est la clé du succès de n'importe quel projet. C'est majeur parce que c'est l'être humain, on n'avale pas ça, on va s'étouffer. C'est très important. Le 2 ans, 2 ans et demi, il y a toute ton mode de vie de ton écoquartier, tu vas le développer parce que tu es partie prenante tout le long, puis tu apprends en même temps que tes entrepreneurs en construction, l'urbanisme, donc tout ça, tu grandis là-dedans en fin de compte. Fait que c'est ça qu'on a vu un peu plus tard. Donc, on voit en haut à gauche, évidemment, des maisons très homogènes, pas trop de décrochage. Le seul décrochage qu'on a, c'est parce que c'est un patio. Ils ont mis des murs tout le tour. Mais c'est vraiment hermétique, donc Marie-Hélène, c'est une capacité de construction. C'est ça, c'est la performance du bâtiment. En haut à droite, je sais que juste en haut de là, en Anglette, il y a le Pain des Landes. Il y a eu un gros feu dans le Pain des Landes il y a à peu près 2 ans. Donc, ils voulaient absolument utiliser le Pain des Landes. Donc, il y a des usines de sciage de Pain des Landes là. Donc, ils ont autant pris le bois rond ou le bois transformé
ou même des petites baguettes pour mettre autour des jardins communautaires. Donc, ils ont vraiment exploité les ressources du lieu pour faire tout ce qu'ils voulaient faire. Et ils se sont dit, ben nous, on veut une place là, à droite en bas plus sociale. Encore là, le pain des Landes, c'est pratiquement 100% le pain des Landes qui est venu là. Et puis on voit la gestion des eaux, les bétons poreux, tout ça, ben, ils ont vraiment réalisé ce qu'ils voulaient réaliser. Puis c'était beau. Les gens avaient l'air enchantés de leur projet. Donc, on va traverser de l'autre côté, aux États-Unis, en Massachusetts. Ça s'appelle le Pioneer Valley Co-Housing. Le co-housing, c'est de l'éco-habitat. OK? Et puis, c'est un projet que j'ai eu la chance de visiter avec Denis dans une mission. C'est vraiment le fun, ce projet-là, parce que, bon, il était orchestré par une architecte avec son bureau qui avait l'intention de faire ce projet-là, puis elle a regroupé son équipe. Ils ont tous fait la charte, ils ont tous rencontré tout le monde. C'est une architecture qui est différente. On a vu tantôt, c'est une architecture européenne, beaucoup plus contemporaine. Ici, en Amérique, on aime ça, le contemporain, mais il ne faut pas être trop loin. On est très attaché au traditionnel, donc ça, je trouve que c'est un beau petit langage. Dans ce quartier-là, il n'y a pas de chemin de voiture pour aller aux maisons. OK? Il y a un petit chemin, tu peux traverser si tu as besoin, mais ta voiture, tu la laisses à l'extérieur. C'est comme si tout le quartier est pensé comme ça, comme un fer à cheval, vers le centre, et ça, c'est à droite, là, c'est comme des bâtiments qu'il y a dans le centre. Okay? Puis, c'est comme des maisons jumelles ou jumelées. Des fois, tu peux avoir tout un appartement, toute une maison. Des fois, tu peux avoir un étage séparé. Il y a vraiment différentes façons que c'est fait. Et pour se rendre, ben, il y a des petits chariots, il y a des petites affaires électriques qu'on dégage pour se rendre à la maison. Okay? Ce projet-là aussi a un bâtiment central. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les logements, dans les écoquartiers. Il y a un bâtiment communautaire dans lequel on va retrouver une bibliothèque. Il y a une cuisine communautaire, il y a une salle à manger, il y avait une garderie, une buanderie. C'était pas mal ça dans ce bâtiment-là. Une espèce d'air ouverte où tu peux rencontrer. Oui, c'est comme la salle à manger, salon. Et la façon que ça fonctionne, puis ça, il y a la même chose à Québec, je pense, dans le Cohabitat, il y en a un, l'écoquartier à Québec. Le vendredi soir, il y a des soupers communautaires, donc tu peux louer la salle, puis il peut y avoir plein d'activités liées à l'alimentation avec les gens qui vivent dans le Cohabitat. Ça, c'est quelque chose que, moi, personnellement, je trouve ça vraiment trippant. Puis il y a un jardin communautaire aussi. Il y avait des terrains de jeu, des terrains de soccer pour tous les enfants. Il y avait aussi, c'était le début, ça fait longtemps qu'on a visité ça, il y avait un petit bâtiment à part où c'était des bureaux. Aujourd'hui, on a appris qu'on peut travailler chez nous. Hein? On sait qu'on n'est pas obligé de se rendre au travail, même si on est obligé des fois. Mais il avait commencé à faire, c'est que les gens pouvaient sortir de la maison, marcher à pied, puis aller dans le petit bâtiment où ce qui était 3-4 à faire c'est quoi le mot aujourd'hui? Télétravail. Non, pas télétravail. Du coworking en bon français. OK? Donc, il y avait un espace de coworking, ça permettait aux gens de sortir et de ramener un petit peu la mixité qu'on parlait selon les métiers. OK? Oups. Bon, ça, c'est plus des photos pour donner un exemple de la grande salle d'espace commun. C'était un très beau projet. Moi, personnellement, je le trouve très beau. Il est très simple. Il y avait Marie, je sais bien que tu sais, les maisons, ils disaient que, étant donné qu'ils ont des places publiques et communes, ben, on fait les maisons toutes un peu plus petites. Toutes plus petites. Hein? Au lieu d'avoir, pourquoi tu as besoin de 4 chambres si tu en prends une ou des fois 2? Peut-être que il y a des chambres ou une place pour coucher des gens de temps en temps. Et pourquoi vivre dans un espace très grand que tu utilises à 60 % qu'une place un peu petite que tu vis très bien, puis qu'un commun de temps en temps pour le gros? Et ça, c'est assez important. C'est le défi de ceux de ma génération quand les enfants sont partis. On garde la maison. C'est dur à partir. La maison est beaucoup trop grande pour nos besoins. On est habitué de vivre dans notre quartier. C'est un gros défi, là. Puis l'autre défi, c'est les jeunes d'accessibilité, d'avoir accès à l'habitation, à la propriété.
on n'avait pas ce défi-là. Moi, quand j'ai acheté ma première maison, je ne vous dirais pas le prix, Mais si la maison était un petit peu plus petite, peut-être qu'elle va coûter un peu moins cher à chauffer, elle va être plus faible empreinte carbone, elle va coûter un peu moins cher à acheter aussi. Parce qu'il y a un commun quelque part. Oui. Ils ont su comme des statistiques d'utilisation de ces espaces-là, parce qu'on s'entend que c'est un super concept, mais c'est un changement de mode de vie. D'accord, on est allé se utiliser à 100%. Là. OK, le monde a embarqué. Il faut comprendre, là, quand on parle, la part des gens qui écoquartier, souvent, ils associent ça avec commune. Ce n'est pas une commune. On va voir un exemple tantôt. L'écoquartier, tu es locataire ou propriétaire de ton lieu de vie, puis tu peux même avoir un bout de terrain à toi, mais à ta disposition, il y a des bâtiments communs. C'est ça la logique. Fait que c'est pas je dois peace and love participer à tous les jours. Pas obligé de venir vendredi soir là, au souper. C'est vraiment c'est sur base volontaire. Mais ça dépend de la charte. Ça dépend de la charte. Parce que ça ne marche pas si c'est trop coincé, serré. À un moment donné, dans ta tête, tu ne peux plus, puis ça perd. Les gens ont besoin de leur. Tu as besoin de ton privé. Tout le monde a besoin de son privé, de la cellule familiale. Ou le couple, on a besoin du privé, des fois du public, des fois du privé. Puis plus qu'on vieillit, il peut changer un petit peu ça. Oui. Je voulais juste dire qu'effectivement, il y a des statistiques qui plus que des statistiques. C'est fun à voir, parce qu'on voit souvent les blocs appartenants avec des gyms, des médecines, tout ça, puis des beaux espaces communs qui sont toujours vides. Ça dépend comment il les gère, ces espaces-là. C'est vraiment ça. Des fois, il faut qu'ils payent pour les louer, je sais pas. Mais c'est tout le temps des choses qui ont été plantées là par l'entrepreneur en construction. Oui, c'est ça. Il a fait une patente, il cherche du monde pour rentrer dans sa patente. C'est ça. C'est exactement ce que tu disais en entrée de jeu, là, la manière d'amener. Le dernier, ouais. On a choisi celui-là comme dernier, c'est la faute à Philippe, il ne voulait pas qu'on en présente trop. Là, bon. Non, ben, on l'a présenté aux Pays-Bas parce que c'est un des plus vieux écoquartiers de la planète avec BedZ. BedZ est arrivé un petit peu avant, il était full technique, puis ça n'a pas tout à fait bien marché. À Kronenburg, aux Pays-Bas, ben, en fait, c'est Jean-Michel Legrave que j'avais contacté pour qu'il nous fasse faire des visites en Belgique puis aux Pays-Bas. Et puis, il nous a amené sur une traînée, on a visité 15 écoquartiers en une semaine avec Jean-Michel Legrave, c'était magnifique. Puis, à cet endroit-là, il dit, il faut absolument y aller. Mais c'est tellement une belle exemplarité que pour aller là, tu prends un petit bus, puis ils te font payer pour aller visiter leur écoquartier. C'est géré parce qu'ils ne veulent pas avoir trop de monde. Puis tu arrives là, bien évidemment, tu es un interprète parce que ça parle pas notre langue pantoute, on est au pays. Fait que c'est bien intéressant. Donc, un écoquartier écologique, parmi les premiers en Europe, donc je crois que c'était en 92. Nous, on est allés en 2012, 13, après 20 ans. Puis eux ont mis ça, comme c'est pas écrit là, mais en 3 étapes de 10 ans. Donc, eux autres, ils se sont dit, après 10 ans, on se refait un renouvellement, on se pose une grosse question, puis on renouvelle aux 10 ans, là, les étapes, parce que les gens changent les mentalités, le mode de vie, les conceptions, les technologies. On revisite. Donc, nous, on est arrivé à l'année 21, 22 à peu près, quand on est allé. Donc, planification du projet basé sur la conception de génie des lieux. Donc, il appelle ça génie des lieux dans le temps. Puis, donc, gestion des eaux, de l'énergie, l'architecture, mobilité, participation citoyenne. Donc, ces termes-là sont encore aussi valides maintenant, un peu appelés différemment. Ça, ici, on est dans disons pour nous, des logements sociaux, où on voit des logements sociaux, puis un espèce de lieu public en brun au fond. Donc, tu peux y aller. Donc, ici, c'est plus des logements. Chaque couleur, c'est deux logements montants sur 3 étages. Donc, tu as comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est comme 10 logements tout en hauteur. Et donc, gestion des eaux grises qu'on voit ici. Ça, rétention des eaux de pluie alimente les toilettes, là. Ça, c'est un tour de force. C'est la chose qu'on n'est pas capable de faire ici. Là.
Les gens qui veulent faire une maison écologique, ils me posent tout le temps la question, mais ils appellent le ministère de l'Environnement, puis tu m'en reviendras. Mais on a beaucoup de misère. C'est une des stratégies qui est difficile à faire passer. Et on voit ici, par exemple, les revêtements de sol perméables pour le ruissellement, un four extérieur, une petite place semi-publique un petit peu. Et en fin de compte, sur ces adresses-là, sur le site des Volants Mill, il y a énormément d'informations. C'est le fun d'aller voir là, vous pouvez travailler là-dessus, il y a beaucoup de stock, beaucoup de choses à voir. Bon, globalement, oui. Rapidement, tu disais qu'il y avait de la difficulté à pouvoir utiliser les eaux grises avec des états comme ça. Est-ce au niveau environnemental ou au niveau climatique en fonction du budget? Bien, ici, c'est que les municipalités d'environnement, le ministère va obliger quand même que tu sois connecté au drainage. Fait que, tu sais, il faut que tu payes pour te connecter au drainage. Tu es comme obligé d'avoir une toilette. Tu peux avoir une toilette à compost si tu veux, mais tu es obligé d'avoir une toilette. Tout dépendamment des municipalités, mais il n'y en a pas beaucoup encore. C'est le ministère de l'Environnement qui est très hermétique. C'est profond, ça va au ministère de l'Environnement, ça va à les lois d'urbanisme à un moment donné. C'est pour ça qu'à un moment donné, oui, tu peux se concerter, mais il y a des limites. Sinon, tu vas attendre 30 ans à faire ton écoquartier. Il y a des limites là qui. La réglementation, là, c'est le nerf de la guerre. Il faut vraiment bien comprendre. C'est pour ça qu'il faut les mettre en partie prenante dans le monde des projets. Parce que sinon, on se met tout là, puis on se fait un beau projet, on se pète la fiole 2 ans plus tard parce qu'on ne les a pas mis avec nous au début. Tu sais? Donc, ces images-là parlent beaucoup. Donc, en haut à gauche, on a vu ce qu'on a vu tantôt, les loyers, les HLM, disons. Donc, 2 grandes axes avec un commun. Juste ici, on voit tous des logements multiples avec une cour intérieure pour les gens et une cour extérieure, une cour privée et une cour publique. Donc, tu as ton privé à toi, puis tu as ton public quand tu vas aller voir ton monde. Donc, comme Madame disait tantôt, c'est la rue, dans le fond. La rue est comme au centre. Oui, la rue est au centre. Le privé, le public est tout au centre, puis tu as ton privé à toi vers l'extérieur pour tout le monde. Donc, il y a un respect de la vie privée et de la vie publique à ton choix quand ça te tente. Puis, on voit ce que ça donne le côté public au centre ici. Et puis, évidemment, là-bas, beaucoup de bois, gestion de l'eau, le vélo. On voit des panneaux photovoltaïques. Photovoltaïques, tout ça. Puis ça vieillit bien. On était là l'année 22-23. C'était harmonieux, plaisant. On a dîné là dans un bâtiment public. Puis il y avait même un réseau chaleur biomasse. Là, moi, je suis allé là parce que c'était un peu dans mon domaine d'expertise aussi. Donc, un grand réseau chaleur biomasse autour de ça, dans ça. Puis là, il était là, l'année 22, puis on disait, bon, dans 7-8 ans, on va revisiter notre charte, on va revisiter nos valeurs, on va revoir s'il y a des nouvelles technologies qu'on veut remettre dans l'expansion de notre développement. Donc, je pense que c'est là le point qui est intéressant de ce projet-là, c'est qu'ils ont commencé plus petit. Oui. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon, OK. 2e étape, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon. 3e étape. Ça fait une variété aussi de langage architectural, fait que tu as moins l'impression de vivre dans un concept qui est tout pensé. Là, fait que ça permet d'avoir des ambiances qu'on voit, qu'on sent très très bien, l'ambiance, c'est juste avec ces photos. Les modes de vie aussi, c'est que les gens ne sont pas bousculés, ça se parle, ça fait des signes, puis là, le mode de vie, comme être humain, comme tu l'as dit tantôt, on a besoin de temps. On a besoin de temps pour grandir. On ne change pas comme ça. C'est ça. C'est pour ça qu'on termine avec ça. On trouvait que c'était l'exemple. Les exemples. Il y avait une question, monsieur, en orange. Vous nous avez présenté des exemples d'écoquartiers pour la majorité européenne. Est-ce qu'il y a un répertoire d'écoquartiers qui existe au Québec? Bien, à Montréal, il y en a plusieurs projets d'écoquartiers qui sont en route. Il y en a quelques-uns. Oui, il y en a. Si vous allez sur Écohabitation, qui est un des sites, Vivre en ville, on a toutes ces informations-là. À Québec, il y en a un, ça a pris du temps. Ça a pris énormément de temps pour le financement et l'établissement de la charte, parce qu'il y a des gens qui rentraient, qui sortaient, in and out, jusqu'à temps qu'ils trouvent le noyau qui travaille, puis qui arrive avec un aboutissement. Mais il y a beaucoup de, ça Philippe pourra vous en parler, mais il y a beaucoup d'acteurs à arrimer à ce projet-là. Là, c'est le fun, on vous rêve, on vous présente ça, c'est du rêve. Moi, j'y crois. Je pense que là, avec ce que j'ai vu dans les derniers mois, je travaille avec Philippe là-dessus, je ne suis pas nécessairement dans le projet d'écoquartier de Rimouski, mais je trouve qu'il y a un bon momentum actuellement.
qu'on n'avait pas il y a 2 ans. Puis l'arrivée de ces métis qui essayent d'orchestrer ça avec l'expérience à Philippe au point de vue social, je trouve que c'est un bon élément. Puis là, j'ai regardé Varis avec qui je travaille aussi. Tu sais, on a plusieurs mondes, plusieurs personnes qui sont intéressées, avec beaucoup d'expertise. Ça donne beaucoup de crédibilité, fait que c'est le fun. Moi, je crois au projet. Donc, ça termine la présentation. Merci beaucoup aux 2 conférenciers. J'aimerais ça qu'on puisse jaser. L'intérêt de se réunir ce soir, il n'est pas académique, là. C'est pas de diffuser de la connaissance, c'est d'échanger dans tout ça aussi. Puis, je vais vous le dire, du côté de CEMETIS, il y a plusieurs membres de l'équipe qui sont ici. Il y a aussi des membres du comité de pilotage citoyen et autres bénévoles que je pourrais vous demander, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez vous identifier, si ça ne vous dérange pas, en levant la main, ou ceux qui sont dans le comité de pilotage, là, ne soyez pas discrets. C'est ça, Ania, tout ça. Ben, tu sais, une occasion comme ce soir d'avoir toutes ces têtes-là, ces intérêts-là, oui, Nancy et Jacques en retardement, c'est aussi de penser ensemble puis d'avoir le pouls. Ben, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée à Rimouski, cette histoire-là? Si oui, qu'est-ce qui vous allume? Qu'est-ce que vous pensez qui est le plus pertinent? Qu'est-ce qu'on devrait avoir sur notre radar? Ou quelles questions vous avez de votre côté? Donc, n'hésitez pas... J'ouvrirai le crachoir à tout le monde. Là. Oui. Moi, d'emblée, je trouve que c'est un super beau projet, c'est en mais la question de la gentrification qu'on voit dans l'exemple de Bethesda, ce serait ma première préoccupation. Puis, à la lumière de ça, est-ce qu'il y a des mécanismes qu'on va imaginer pour prévenir ça? C'est des gens qui veulent répondre du comité de pilotage ou chez vous, est-ce que vous voulez répondre? Bien, Bethesda, c'était une des premières expériences. C'était très théorique, leur façon de faire. Là, depuis là, il y en a eu divers projets. Fait que je pense qu'en s'inspirant du dernier qu'on a montré, quand c'est le temps de faire la charte, ça peut donner des solutions pour éviter ce... Parce que Mme Eva... C'est devenu une attraction Bethesda. Ben, c'est ça. C'était tellement performant, c'était tellement nouveau que c'est devenu une attraction. Je pense pas que l'éco-quartier, son but, c'est d'être une attraction. Je te dirais, là, toutes les autres que tu as vues en Europe, il faut tout aller voir Bethesda pour ne pas faire l'erreur de Bethesda. Madame Lindsmere, ça porte son nom. Elle a dit on va faire ça sur des phases de 10 ans, on va en faire 3 par temps. On va commencer tranquillement au Pays-Bas, avec leur mentalité à eux. Puis on dit on ne mettra pas full techno, tu as vu, juste des panneaux solaires, un côté privé, un côté public, beaucoup approche humaine, très très humaine. Puis le marin que j'avais vu plus tard, enfin, mais lui un peu plus technologique, mais encore très très humain aussi. J'ai des questions? Oui, Non, je te laisse. Je vais t'enlever ça. J'ai vous, mais je rajouterais sur la gentrification que nous, on s'intéresse énormément à tous les procédés de production, comment décarboniser tout ça, mais aussi comment le démocratiser. C'est énorme comme sujet, mais il y a des solutions, mais ça prend du temps. Puis ça prend aussi une certaine mise à l'échelle. Donc, c'est ça, il faut jongler. Commençons petit, mais en même temps, il faut avoir une vision et un bon nombre pour réduire les coûts puis aller vers l'écologique. On est là-dedans. Mais oui, il y a des solutions. Oui. Bien, justement, donc, c'est les 2 gros morceaux de questionnement par rapport à la démocratie, parce que ça n'a pas été nommé dans les modèles que vous avez présentés, comment ils fonctionnent. Mais je dirais ma première question, vraiment par rapport à l'intégration dans l'économie, puis le marché immobilier, comment ces modèles-là ont réussi à trouver un équilibre, notamment pour éviter la gentrification. C'est-à-dire, est-ce que c'était des modèles qui étaient sur un principe de fiducie où le terrain appartenait à une collectivité, mais les maisons étaient individuelles? Cette partie-là, je suis moins au courant par rapport au projet. Moi, c'est plus la partie construction. Je sais que c'était, sans connaître tout le détail, c'est pas mon bague non plus, mais je sais que, comme à Mary Cross, là, il y avait une charte. Dans la charte, ils ont défini qui achète quoi, puis sinon, je vois un couple qui se divorce, mais là, comment ça marche, comment ça se transfère, comment ça...
Mais c'est dans la charte que ça se C'est passe. tout dans la charte, puis il y a différents exemples de charte. Le débat se fait là, dans la charte en amont. La collectivité du cohabitat se donne des règles. Puis dans tout le processus de construction, il y a aussi une construction de la capacité de s'autogérer et de vivre ensemble au travers de ça. Donc il y a énormément de modèles. Des gens qui vont parler de sociocratie, il y a d'autres gens qui vont parler de gestion, presque modèle gestion de condo, au minimum jusqu'au maximum. Puis ce qu'on voit en fait dans ces pratiques-là, c'est que les communautés se trouvent des échelles d'implication. Comme nous, on travaille beaucoup avec l'ensemble de maisons. Après ça, il y a des sections de quartier, puis ensuite, il y a le quartier au complet. Puis on peut collectiviser avec nos affinités proches un certain nombre de choses, puis les gens décident que ça se passe là. D'autres choses se passent là au niveau général. Mais c'est ça, quand on parle de charte de concertation, parce que les gens se donnent des règles, puis après ça, les gens arrivent, puis ils souhaitent les modifier. Ça se passe, mais il faut se donner des mécanismes, et ça, c'est pas facile. Il y avait Isabelle et monsieur qui... Ben, j'avais la dame qui était Non, là. c'est juste un partage. Dans le fond, j'ai visité quelques écoquartiers moi aussi qui étaient au Québec. Puis j'en ai visité quelques-uns. C'est comme vous dites, les chartes varient d'une municipalité à l'autre. Le mode de vie varie d'une place à l'autre. Puis ce qu'il ne faut pas oublier dans leur présentation avec la conception intégrée, aussi. Comment? Non, Orchestrée. orchestré, moi. Oui, ok. Je t'avais dit ça d'utiliser l'ancien terme. C'est que, justement, quand on fait la conception, il faut tout tenir compte, les infrastructures, les règlements, mais aussi les gens, la communauté, l'architecture, le design, la collectivité, l'urbanisme, mais la mécanique, la ventilation, l'électricité, les jardins, tout. Il n'y a rien qu'il ne faut pas oublier là-dedans. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ouais. J'avais une main ici, une approche là, holistique. puis je viens vers vous. Oui, merci. Moi, je me demandais juste où était rendu le projet de Rimouski. Est-ce que la charte est en construction? On ne dira pas il est où le terrain, mais La charte en construction, c'est un beau jeu de mots. Non, mais c'est vrai. Ben, lundi dernier, on a présenté un peu le volet citoyen du projet, puis comment le comité de pilotage pense le développement de la gouvernance, de comment inclure les gens, etc. Il y a plusieurs membres, c'est pour ça que je voulais les identifier tout à l'heure, qui sont dans la salle. À ce stade-ci, tout ça est effectivement en construction. Puis le gros message qu'on avait quand on s'est présenté devant vous lundi dernier, c'était « c'est le temps là ». Ça va toujours être le temps, mais actuellement, il y a tellement de choses à penser. Les gens qui sont intéressés par ça, qui veulent mettre leur grain de sel, c'est sûr que c'est en train de se passer maintenant. C'est un recrutement? Ben, c'est qu'il y a dans le comité de pilotage citoyen se donne des sous-comités ce qu'on appelle la co-gestion, donc la gouvernance, comment ça, la charte, etc. En co-conception, mais ça c'est tout le bâti vers où on s'en va, l'aménagement, les finances, les communications, etc. Mais c'est un appel à tous, pour tout le monde qui veut participer à développer un concept. Ce qu'on disait aussi, c'est que oui, on a identifié un terrain, mais on ne voulait pas faire l'annonce là-dessus, on voulait le garder sur la participation citoyenne. C'est ces premières étapes-là que les médias ne voulaient pas absorber. Là. Ils disaient non, show me de pépines. Ouais, c'est ça qu'ils voulaient avoir, on les a restreints de ce côté-là. Pour laisser le temps. Pour laisser le temps de faire les choses. C'est ça. Mais les gens qui étaient là, qui vous avez présenté, puis qui pouvaient participer à toute cette construction avec les différents comités, c'est-tu des futurs résidents déjà, ou ils peuvent travailler là-dessus sans l'aide? C'est ouvert à tous, actuellement. C'est ouvert. On est trop loin de la pelletée de terre pour dire... Quelqu'un qui a une expertise, mettons comme moi, là, que je pourrais embarquer, ça ne veut pas dire que je veux aller là, mais le projet me fait triper juste par mon expertise puis le fait de participer à quelque chose de fun dans cet axe-là. Il y a des gens qui ont des expertises qui peuvent bénéficier du projet. J'avais monsieur derrière vous, c'est ça. Puis ensuite madame, puis ensuite je vous reviens. Oui, ma question c'était plus se transformer en commentaire parce que je vois dans le fond le terrain a déjà été identifié. Mais j'habite dans le 8 ans en Scandinavie. Et ce que j'ai aimé là-bas, c'est que la première question c'était de savoir
quel secteur on peut réaménager. Fait que souvent, c'est des secteurs d'usines industrielles qu'on reformait, puis on n'allait pas empiéter davantage dans la nature. Si je vous laisse, bon, vous avez peut-être des choisis, je ne sais pas si vous avez choisi dans un quartier ou dans un, où ça doit être un défrichage. Mais tu sais, on n'a pas vu dans la présentation, mais y a-t-il une certaine pensée de c'est quoi la qualité d'habitat qu'on va détruire? Parce que même si on met des arbres, même si on met du gazon, ça n'écoulera pas à la qualité d'habitat si c'est une forêt qui va avant. Ce processus-là. C'est au cœur de tout le monde qui est autour de la table dans le comité citoyen, puis là, je pèse mes mots, c'est tout le monde est écologiste. Donc, le fait de faire le choix de construire, on sait que ça a un impact, mais comment on peut faire le mieux, il y a eu une réflexion à ce côté-là. Madame en arrière, ensuite je vous reviens, monsieur. Oui. En fait, je me questionne au niveau de la gouvernance, parce que ce que je comprends, c'est que chaque est mis en place, puis ça va diriger vers quoi le coopératif va aller dans les années suivantes. Mais en tant que résident, est-ce qu'il y a des assemblées générales, est-ce qu'il y a des civils, est-ce que les locataires ont autant de voix au niveau des décisions que les propriétaires? Pas avoir un truc de vitesse. Je regarde les membres du comité de pilotage s'ils veulent réagir, mais je peux y aller. Oui, on a une assemblée citoyenne le 6 novembre. Peux-tu parler plus fort, s'il te plaît? Parle plus fort. Oui, j'ai dit sur l'assemblée citoyenne le 6 novembre. Je ne sais pas, on n'a pas la place encore, est-ce que... C'est pas confirmé. On va annoncer ça. Et on a pensé, on est au début, en fait, on cherche des gens qui nous aident dans le comité de co-gestion qui va définir la charte et j'arrive ensemble et tout ça. On allait avoir beaucoup plus parce que c'est plus démocratique. Et nous, on avait pensé, quand on a fait le premier ébauche, le plan d'affaires, aussi le deuxième, que chaque comme unité de logement va avoir une vote pour décider ensemble d'une façon démocratique. Si un appartement, c'est pas... Si c'est les propriétaires ou les locataires, on a les mêmes droits. Et on veut une mixité sociale, on ne veut pas qu'une a plus de pouvoir que l'autre. Et mixité sociale et vivre ensemble et démocratiquement, ça marche seulement si tout le monde est égal. Merci de votre patience, on est revenu à vous. La question est en deux volets. Le premier volet, peut-être s'intéresse plus à vous. Vous avez mentionné qu'à Métis-sur-Mer, s'était fait quelque chose. C'est quoi au juste? C'est un village, mais qu'est-ce qui s'est fait? Ben, c'est un peu de là que c'est né, là. C'est Métis, là, vous voyez le lien dans le nom. Mais c'est ça, il y avait moi, je suis revenu avec ma famille, on ne trouvait pas d'endroit où se loger. On a finalement rénové une maison qui était abandonnée. Là. Je vois Nathan qui est dans la salle, qui a été un grand artisan de la chose. Un long processus hein, qui n'est pas facile, mais on se disait, mais ça n'a pas d'allure que les gens qui veulent revenir en région aient autant de misère que ça à se trouver des endroits où vivre ensemble et bien vivre, hein, dans des beaux lieux. Puis on a finalement développé un endroit à Métis-sur-Mer qui va devenir un écoquartier. Là, si vous passez sur la 132, vous arrivez à Métis-sur-Mer, vous allez voir des bermes. Donc ça, c'est des gros tas de terre de 4 mètres de haut, finalement, qui va venir isoler l'écoquartier du son de la 132. Et finalement, c'était un grand terrain, 100 000 mètres carrés, qui était complètement dévitalisé, ancien terrain d'Hydro-Québec que les gens ne considéraient pas à cause que c'était sur le bord de la 132, je ne sais pas. En tout cas. On a mis une belle berme là-dessus. On va la végétaliser avec l'aide du jardin de Métis, là, pour que ça soit joli. Puis le terrain qui est de l'autre côté, une belle vue sur le fleuve, on développe ça en écoquartier. Il y a une maison qui commence actuellement à se bâtir, puis l'été prochain, ça part avec du logement social aussi, tout ça. Là. Donc ça, c'est en cours. Merci. Bon, l'autre volet de ma question, c'est plus cette pour Jenny. Tu te rappelles, il y a plusieurs années, à Rivière-du-Loup, il était question d'un genre d'écoquartier, secteur industriel. Il y avait... Est-ce qu'il s'est fait quelque chose ou rien? Je pense que ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Ils n'ont pas... il y avait Jacques qui est là-dessus, le directeur général de l'île, qui est venu avec nous autres voir des écoquartiers. Désolé, on n'allait pas en voir au Québec, il n'y en avait pas dans le temps. La star commence à en avoir, c'est mieux tant mieux. Puis Jacques Poulain qui était là, ils n'ont pas réussi à faire la phase 1 de concertation de toutes les parties prenantes.
C'est ça la réponse. Si on est là, puis le monde ne s'entend pas, puis les gens, toute personne veut. Il y avait des promoteurs dans ce projet. Il y avait des promoteurs qui poussaient fort. Plusieurs promoteurs qui poussaient. Qui jouaient du coude beaucoup. Il y avait beaucoup de mercantilité dans ce projet. Ça n'a pas mûri, ça ne s'est pas rendu. La cohésion, ça n'a pas cimenté, puis il n'y avait pas assez de volonté profonde de part et d'autre. C'est pas fou, dans le fond. C'est mieux ça que. C'est mieux pas avoir lieu si la cohésion ne s'installe pas. C'est un peu comme notre cathédrale, Ici. Évariste. Puis ensuite, Évariste, je le voyais en troisième. Tu l'as vu avant? Ah, c'était gagné. Je me demandais, côté, je ne sais pas dans quelle partie du processus d'imprimante, là, vous dites que vous êtes en construction de comités citoyens puis de conception là-dessus, mais le côté municipal, parce que là, je sais qu'il y a des réglementations qui doivent être soit changées ou des amendements pour permettre ce genre de construction-là, si ça vient s'insérer dans le temps. Une excellente question. Moi, l'histoire de ces métis, qu'on a regardé les interstices, les tiers-lieux, toutes les initiatives citoyennes, on s'est rendu compte que 19 sur 20 allaient échouer au moment de la mise en chantier. Donc ça, c'est un gros blocage, un gros obstacle à créer des endroits de vie qui sont un petit peu alternatifs. Donc, ce qu'on souhaite faire, nous, c'est de dire, OK, on a des citoyens et citoyennes qui nous disent, c'est par là qu'il faut aller, mais après ça, de créer un OBNL avec toutes les expertises nécessaires pour débloquer ou défoncer les portes qu'on a à défoncer, puis faire le côté financier aussi, incluant le réglementaire. On est présentement en négociation avec la ville de Rimouski sur un paquet de choses. Donc, on tente de faire le mieux qu'on peut pour justement, parce qu'on regarde les écoquartiers, là, il y en a qui n'ont pas débloqué, ça fait 10 ans, 12 ans, des gens qui rêvent d'un lieu, ils s'essoufflent. Ils s'essoufflent après un moment. La recette, ces métis, est inspirée de Utile, Angus, etc. C'est des OBNL qui se mettent au service d'une vision, puis on pousse de ce côté-là pour pas que les gens s'essoufflent. Le projet, c'est à Rimouski même, c'est pas à Métis-sur-Mer. Il y en a un à Métis, puis là, ce qu'on a annoncé lundi dernier, c'est qu'il y en aura un à Rimouski. Est-ce que vous voyez certaines ouvertures, mettons, parce que côté Métis-sur-Mer, c'est l'Université de Métis qui gère la réglementation pour les municipalités de Métis-sur-Mer, contrairement à Rimouski, qui est l'Université de Rimouski-Métis, Je garderai ces commentaires pour une autre fois, mais je vous dirais que ça va rondement. Ça, je peux vous dire. J'amènerais peut-être un point important. Je pense à monsieur qui avait dit qu'il avait été un pays scandinave. On a vu deux types d'écoquartiers en Europe. Il y avait ceux qui étaient, par exemple, disons, on prend Potopac. Là, c'est ce que tu avais, disons, une problématique à régler. Il y en a qui prévisaient un écoquartier, comme dans le Marin, ils ont réglé une problématique, puis des cours d'eau, puis tout en même temps. Ils ont réussi, ça a été assez ardu, ils ont réussi. On a vu d'autres écoquartiers qui ont dit, on n'ira pas où il y a des complications à régler, on ne sera pas capable d'y arriver. On va le faire où on a un terrain moins dur à mettre en place, où on ne crochera pas le frein de l'urbanisme puis de la municipalité, puis on va réaliser un écoquartier. Donc les deux existent. Moi, j'ai vu les deux sortes d'écoquartiers exister. Puis ici, dans mon avis, en Amérique du Nord, on n'est pas rendu tellement loin dans ces histoires-là qu'on devrait commencer par mettre les chances de notre bord, puis en faire un où est-ce qu'il n'y a pas trop de problèmes d'entrée de jeu pour être capable d'en arriver à en faire un. Puis ça tant mieux si le monde de l'urbanisme de la ville, des lois et règlements, ils peuvent un peu s'adapter, mais si on prend la gorgée trop grosse, ben, je le dis tantôt que ça ne se fera pas. On a vu les deux types existent. Monsieur. J'ai deux questions, si vous me permettez, je vous les lance les deux. Une première, c'est, on a vu entre autres vous expliquer que les rues sont en périphérie, le déplacement se fait plus de façon plus douce, dans un climat avec des hivers comme ici, probablement un peu différent de la Belgique. Ça se vit, puis ça s'approprie, puis il n'y a pas trop de problématiques de ce côté-là. L'aménagement, il faut que ce soit pensé, mais si
c'est faisable. Il faut que tu l'acceptes, là. C'est comme si ton auto est juste pas parquée à côté de ta porte. C'est comme s'il faut que je marche jusque-là. Ben, là, on est au Massachusetts, c'est près de Boston. Ouais, un petit peu au nord-ouest, nord-est de Boston. Pas autant de neige, il n'y a pas 3-4 pieds de neige, mais là, ça appartient à nous aussi. On a vu, je n'ai vu un tout près de Toronto, un écoquartier. Il y a quand ils ont consulté les personnes âgées, ils ont dit vous avez le choix, voulez-vous un stationnement au sous-sol ou on dit non, mets-moi un jardin dehors. L'entrepreneur était super content, il vient sauver des mille et des mille $. Ils ne veulent pas de stationnement, ils n'ont plus d'auto. Le monde a mis un jardin pour prendre le bus public. Donc, tu vois, c'est un exemple de concertation, consultation, besoin client. Avec une partie de leur projet qui a coûté une bagatelle, par tout ce qu'ils voulaient, c'était un jardin en arrière, puis pas de stationnement. Rentrant donc les besoins de la conception. C'est les besoins de la conception en entrant. Vous me permettez mon autre question dans un autre ordre d'idée. Récemment, vous parliez justement des gens qui viennent de l'urbanisation, le mouvement global d'urbanisation. J'avais lu que si on veut accueillir plus d'urbains, mais quand même respecter les règles, pas les règles, mais plutôt les cibles de Paris, etc., en émissions de CO2, il faut considérer que 80% des bâtiments qu'on va utiliser en 2030-2050 sont déjà présents actuellement. Donc, on ne peut pas tout construire avec les nouvelles normes, tout ça. À quel point est-ce qu'on peut espérer qu'un écoquartier puisse bénéficier de la restauration de bâtiments déjà existants ou de la requalification de quartiers de bungalows qu'on a, par exemple, à Rimouski? À quel point est-ce que ça pourrait aider à transformer ça dans ça, rapidement, puis je ne veux pas évacuer cette question-là, mais il y a deux façons d'approcher l'écoquartier aussi. Ce qu'on voit à Montréal beaucoup, c'est écoquartier, on se réapproprie le quartier, on réoriente, on change l'utilisation des bâtiments, etc. On change la culture autour du bâti. Comme Marie-Hélène le mentionnait, si moi j'habite tout seul dans une maison puis il y a 4 chambres, il y a peut-être un enjeu dans un moment de crise de logement. Donc ça, c'est une façon. À Montréal, c'est comme ça. L'écoquartier, il faut redéfinir notre rapport au quartier, au bâti. Les vieux parcs industriels de Montréal, tout ça qui ont rénové. On n'a pas la même densité ici, pas la même réalité. Mais il y aurait de la place pour faire ça à Rimouski, mais ce n'est pas l'initiative qu'on a prise, nous. Mais c'est ça, soyons clairs. C'est un pendant. Peut-être qu'il y en aura un deuxième en plein centre-ville, après que celui-là ait montré que ça peut marcher. Moi, je voulais vous remercier parce que je trouve ça tellement intéressant toute la discussion qu'on a aujourd'hui d'aménagement durable, de comment est-ce qu'on voit une ville actuellement. Je trouve ça tellement... Ça fait du bien d'avoir ce genre de discussion. Après ça, c'est sûr qu'il y a un besoin de logement. On sait tous qu'au Québec, c'est comme dans les priorités actuelles et très importantes. Là, ma question, c'est au niveau de l'abordabilité des logements. Est-ce que cette question-là aussi est perçue et comment est-ce que cette question-là va être prise en compte par ces métis dans le projet d'écoquartier actuel? Ça, c'est la première question. Puis après, l'autre question, c'est comment concilier abordabilité et puis bienfait environnemental et éco-bâtiment, finalement, parce que c'est aussi une question qui peut être difficile, entre guillemets, à jumeler les deux ensemble. Ça peut générer des surcoûts, tout ça, ainsi de suite. Donc, bref, s'il y avait avez-vous des... Je suis pas d'accord. Tu vas te répondre. C'est le monde à l'abordabilité. C'est prouvé qu'un bâtiment, il faut toujours penser, c'est un surcoût dans son coût de construction, mais c'est une rentabilité dans le coût d'exploitation. Quand on fait de la construction, on pense que ça va me coûter cher, ça va me coûter cher. C'est comme quand tu achètes une auto et tu regardes combien de litres qu'il fait au 5 km. Autrement dit, il faut que tu penses que l'investissement de petit 5 ou 4% de plus, tu vas le rentabiliser en étant sain dans tes systèmes, dans ton exploitation. Puis si tu décides de rapetisser un peu ton volume... Ici, c'était le prochain point, je voulais dire. Si ton bâtiment est encore plus petit parce que tu profites de des bâtiments, des espaces communautaires, tu viens d'optimiser encore plus
ton investissement dans l'exploitation. Puis si tu fais des logements par-dessus, puis des compacts, il y a un paquet de stratégies qui fait que le bâtiment, avec les coûts de construction qu'on a, il ne faut pas se cacher, là, ça a monté. Mais l'exploitation, c'est le nerf de la guerre. C'est l'énergie, c'est ça qui va nous coûter encore plus cher. Fait que, il faut penser le bâtiment comme il faut. L'avortabilité, je pense que... quelque chose, je pense. SHQ, je pensais à SHQ. Ah, la SHQ, ben oui, mais nous, à Métis, la première chose qu'on a fait, c'est une demande SHQ pour du logement social qui a été acceptée. Mais on travaille toujours à la faire débloquer après 15 mois après son acceptation. C'est pas facile, mais ça, c'est sûr. Moi, je pense que c'est une très, très bonne orientation. Je pense que le comité citoyen est là aussi. Fait que ça, il faut travailler là-dessus. Là, je vois toutes sortes de mains. J'ai à l'arrière Nathan, Martin, puis là, j'ai vu deux nouvelles mains. OK, parfait. Allons-y. Oui, combien on se donne de temps, tu dirais? Un autre... Toute la soirée, jusqu'à demain matin. On se donne un 5-10 minutes, parfait. Oui, madame, on va essayer d'y aller brièvement. Justement, pour l'accessibilité aussi, les gens qui sont en mobilité, on parlait de la CHU, les gens qui sont soit seuls, mobilité réduite, tout ça. Si on pense à ces gens-là, quand on développe les quartiers, ça va être assez difficile au niveau du transport. Il y a une belle ouverture si on est capable de densifier. Puis quand on fait un développement urbain, qu'on se veut écologique, ben, il faut densifier. Donc, il y a une belle ouverture au niveau de la ville à ce niveau-là. C'est ce que je vous dirais. Il n'y a rien d'attaché, il n'y a rien de tout ça, mais on veut aller vers là. Je pense qu'il y a une volonté de plusieurs parties prenantes. C'est quoi densifier? Densifier? Ben, c'est mettre beaucoup de gens au mètre carré, mettons. Ben, c'est mal dit, là. Non, mais en ville, plus on met de population au kilomètre carré, plus c'est facile d'avoir des services pour ce gens-là, plus c'est facile pour les gens d'aller à pied à l'épicerie, à l'autobus, etc. Plus ça paye de etc. taxes, moins de mètres carrés, plus de services. C'est une autre façon de le dire, oui, effectivement. Attends. On parle beaucoup d'abordabilité, on parle de mixité sociale beaucoup. Mon questionnement, moi, c'est vraiment important d'inclure les personnes en situation de pauvreté dans ce genre de projet-là. Puis on sait que les personnes en situation de pauvreté, généralement, ne sont pas participants beaucoup, ils n'ont pas beaucoup de participation citoyenne, généralement. Est-ce que vous avez des modes de fonctionnement pour aller chercher ces personnes-là à participer au projet, par la suite participer à la charte après? Très bonne question. Est-ce que tu veux y aller, Anna? On a déjà parlé de ça dans notre comité de pilotage. Oui, on veut chercher ces gens. Par exemple, on a 3 organismes qui sont impliqués. Une, c'est Acco-Intégration Barcelone, et ça, c'est un organisme qui s'occupe déjà des mois favorisés. Et oui, on veut vraiment, on a commencé l'écoquartier avec une équipe très forte, mais pas nécessairement comment on dit, représentative. Oui, avec des qui n'ont comme moi de force pas. On est plus privilégiés, mais on aimerait vraiment avoir des gens de toutes les complexités sociales qui vont manquer. Donc, on a déjà parlé avec David, qui est dans la société d'habitation, de la Fédération d'habitation sociale, d'avoir des gens pour avoir une bonne représentation dans les comités. Pour que c'est vraiment oui, on pense. Je vais faire toute la partie peut-être que ça peut répondre à quelques éléments. C'est sûr qu'une ville comme Rimouski, il ne faut pas se cacher, on est dans les 4 villes au Québec qui ont le plus bas taux d'inoccupation. Donc, on a vu depuis 2 ans la rénoviction, on a vu beaucoup d'éléments. Si vous regardez au niveau de l'attente pour des logements sociaux, la liste à l'OHRN est à plus de 400 personnes. Fait que c'est sûr qu'on est dans un cocktail où j'aurais pu me dire plus le malheur est grand, plus les grands vivent, mais surtout je ne m'impliquerai pas dans un tel dossier.
Mais c'est encore plus important pour une ville comme Rimouski de voir ce type de projet naître. Puis dans la mixité, moi je te rejoins, Nathan, par rapport à comment rejoindre les gens qui sont le plus éloignés. Puis je pense que des fois, si c'est pas par eux-mêmes directement, c'est par les paniers de services qu'ils vont chercher. Puis moi, la sphère, travaillant à la sphère, j'ai accepté d'être sur le projet, mais aussi avec mon chapeau de place aux jeunes en région, voyant des jeunes qui essaient de rentrer dans Rimouski. Vous le voyez, la pénurie de travailleurs n'ira pas en diminuant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on diminue les heures de plus en plus de nos commerces? On le voit, il y a eu des fermetures pendant la COVID de plusieurs secteurs. On le voit plus particulièrement dans la restauration. Donc, on a plusieurs enjeux. Fait que pour moi, ce projet-là, ce que je trouvais intéressant, c'est l'ensemble des acteurs. Je le vois déjà dans le comité de pilotage, de copilotage, on est vraiment issus de différents secteurs. Puis les 4 comités, c'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais sortir de ma zone, puis je vais venir leur parler. On a 4 comités, puis vous m'en reprendrez, gang, si je les nomme pas tous comme il faut. Je les ai notés, mais je pense qu'il y en avait un 5e. Fait que ce soir, s'il y a des gens d'entre vous que ça parle, il y a la co-conception, il y a le comité communication, il y a le comité co-gestion, justement, le vivre ensemble. J'en ai vu des modèles de cohabiteurs qui peut aller jusqu'à gérer la question d'une personne âgée qui vieillit, qui ne peut plus s'impliquer dans les tâches, même si dans la charte, elle doit faire des tâches. Donc, comment est-ce qu'on gère le vieillissement de la population dans un cohabitat? Fait qu'il y a plein de choses là, que vous pouvez venir nourrir dans le comité co-gestion et il y a le comité finance. Habituellement, c'est un comité où on a envie de partir en courant. Mais par contre, on a une super de belle annonce. C'est ça aussi qui est difficile pour nous autres parce qu'on ne peut pas tout vous dire ce soir. Mais je pense qu'il y a un levier très important dans la question du terrain. Il y a bien des spéculations, bien des journalistes. On sortait du point de presse lundi passé, ils nous appelaient. Ils essayaient de me rejoindre, après ça, ils essayaient de rejoindre Philippe. Ils essayaient d'obtenir la réponse. On le voit que ça brûle beaucoup les lèvres, mais ça va poser quelque chose à Rimouski qui ne s'est jamais vu. Puis dans peu de projets d'écoquartier, la nature du terrain et ce qui entoure l'octroi du terrain. C'est tout ce que je vais vous dire, sinon joignez-vous à nous. Là, j'ai deux mains qui a fait longtemps qu'ils attendent, puis pour le reste des gens, je vous inviterai à rester, mais je vais laisser une partie de la salle quitter parce qu'il est tard, mais juste avant de vous laisser partir, il y a un monsieur qui est ici qui attend depuis longtemps, puis vous, puis ensuite on clora l'événement officiellement. Juste pour voir si moi je comprends bien par rapport aux étapes suivantes. Dans le but du fonctionnement, dans le but de réaliser ce projet-là, si je comprends bien, il va y avoir l'Assemblée citoyenne du 6 novembre, que là, il va y avoir le vrai conseil d'administration de formule, si je comprends bien. C'est le moment de renouveler ou de réélire le comité de pilotage. Ouais. OK. Puis après ça, avec ce comité de pilotage, il va y avoir des sous-comités encore qui vont travailler des dossiers qui vont se rapporter au comité de pilotage. C'est ça. Tout ça est déjà en place. Mais ça s'est fait par des gens qui lèvent la main, etc. etc. Oui. Okay. Puis ça va être publicisé, j'imagine, cet endroit-là. Oui, absolument. Puis tout le monde est bienvenu. Et j'ajouterais là-dessus, Philippe, pour être aussi membre du comité de pilotage, si vous avez à cœur ce projet-là, si vous pensez que vous pouvez contribuer à la réflexion derrière tout ça, vous êtes les bienvenus. Non seulement vous êtes les bienvenus, mais on a besoin de vous autres. Parce que vous avez raison, si on veut que ça fonctionne, nos 2 présentateurs de ce soir l'ont clairement dit et répété plusieurs fois, il faut qu'il y ait une charte de base commune à laquelle les gens adhèrent. Et ça, on peut la penser de toutes sortes de façons. Mais dans le contexte de Rimouski, avec tous les enjeux qui ont été mentionnés ce soir, des difficultés à trouver du logement, des enjeux de difficulté à payer son logement, des enjeux de revenus, des enjeux d'être laissé pour compte dans la société, des enjeux de vieillissement. Beaucoup de personnes vieillissent seules et n'ont pas cette collégialité-là qu'un écoquartier peut donner. Les monoparentaux qui ont des fois de la difficulté, qui ont besoin de l'aide du groupe. Un écoquartier peut répondre à des enjeux variés comme ça. Il s'agit qu'on se mette ensemble, qu'on le réfléchisse et qu'on détermine les règles de base. Moi, je n'ai pas l'intention d'aller vivre dans 2 ans dans l'écoquartier, mais peut-être dans 10. Parce que je suis comme madame, je vieillis, ma maison est en train de se vider, mes enfants partent, puis je vais probablement avoir trop d'espace dans quelques années.
oui, ça pourrait être une solution pour moi d'aller joindre une communauté. Alors, c'est peut-être pas aujourd'hui que vous y pensez, mais peut-être que vous pouvez contribuer et que vous pouvez le voir dans votre avenir ou dans l'avenir de vos enfants ou dans l'avenir de vos amis, des membres de votre famille. Alors, ce soir, je voulais vous lancer ce message-là, un peu comme mon collègue tout à l'heure l'a fait, Martin. Venez à la rencontre du 6, puis d'ici là, réfléchissez-y. On a une page Facebook, allez voir ce qui a été mis là-dessus. Vous pouvez nous contacter de cette façon-là. Ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous autres et d'avoir vos idées, parce que c'est ensemble qu'on va le créer, ce quartier-là. Et moi, je suis née à Rimouski, j'ai l'intention d'y mourir, et je pense que ça va être vraiment un plus pour notre pays. La dernière question ici, puis ensuite on peut continuer à jaser informellement. Monsieur. Je vais après vous, c'est bizarre, ça ne marche pas trop. Moi, je vois vraiment une ville avec des écoquartiers en fait. Il faudrait que ce soit une multiplicité d'écoquartiers, pas un îlot tout seul dans son coin. Je voulais parler de la question que ce soit abordable, pardon. Est-ce que dans vos projets que vous avez visités, il y a eu de l'autoconstruction? Et la deuxième partie, c'est est-ce que dans les vu en Belgique avec la paille? Ben oui. On a vu là, oui. Et il faut que ça soit assez réglementé, parce que ça peut être tellement bric-à-brac. Oui. Enfin, oui, mais avec des normes et un peu de sévérité, de discipline, sinon ça peut être bordélique. Il y a une performance qui est visée. C'est ça, oui. Ça prend autant qu'il y a une charte de comportement, ou une charte d'adhésion puis de gestion, ça prend une charte de construction. Pour arriver à un budget, si on parle d'abordabilité, ça veut dire qu'il faut définir la façon dont on va construire, savoir combien ça va coûter, les dimensions des logements et puis tout ça. Si on parle d'efficacité énergétique, ça prend un minimum de conception qui va nous permettre de faire ça. Fait que l'autoconstruction, ça pourrait être permis, je verrai. Ça pourrait être permis sur certaines parties, tu sais. Exemple, tu rentres dans le logement puis il est salade, tu fais ce que tu vends dedans. Mais ça, c'est toutes des choses qui sont à décider. Ça dépend de chaque projet, mais sur mer, c'est facile parce qu'il y a beaucoup de maisons individuelles. Ça dépend si c'est en location, en propriété, en location. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un créneau d'excellence en éco-construction dans la région de Namur et qu'il y a eu toute une certification de qualité de la paille au champ, à la récolte jusqu'à la mise en presse, qui fait en sorte que cette balle de presse-là avait été à partir d'une filière certifiée de bout à l'autre. Il a fait son éco-construction, mais derrière ça, il y avait toute une panoplie de choses qui a été faite. Donc, oui, mais avec une bonne discipline, tu sais, c'est pour ça. Il faut tenir ça de même, sinon ça peut être, à mon avis, catastrophique. Si je peux finir, l'autoconstruction, c'est ça, c'est qu'on peut prendre tout de A à Z, mais aussi on peut faire de la co-construction, à prendre seulement certaines parties. Et peut-être que Créneau, votre organisme, peut aider à soutenir, ou d'autres organismes, à soutenir les gens à mettre la main à la pâte, pas seulement au niveau théorique de comment on vit, mais de comment fabriquer la maison, et quand on la comprend, on peut mieux l'utiliser aussi par la suite. C'est parce que ça peut aller très loin. J'ai vu des cordes de bois avec la boîte entre les cordes de bois, là, c'est long. Il y en a qui font ça. Du bois cordé avec la boîte, là. C'est le fun. Mais c'est du R12, c'est pas R30. T'sais. Fait que là, si ton voisin a ça, puis tout est à côté, puis ça a des plaies, il faut que ça soit très bien ramassé dans une charte. Que ça soit réfléchi. Oui. Là, la discussion est lancée, mais il y a aussi des gens qui ont peut-être des enfants ou des emplois qui commenceraient de bonne heure demain matin. Je voudrais juste vous demander, s'il vous plaît, de m'appuyer pour remercier nos deux conférenciers. D'être venus ce soir, d'avoir discuté avec nous. Restez si vous voulez continuer à discuter, mais ceux et celles qui doivent y aller, c'est terminé maintenant. Merci beaucoup.